Excellent. Alors, merci à tous d'être là aujourd'hui. Encore une belle journée pour organiser un webinaire. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous deux excellentes présentatrices. Alors, on est également en direct sur la page Facebook de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Alors, bonjour aussi à vous. Merci de prendre le temps de vous joindre aux conférences mémorables. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noa Bengayet, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération. Et il me fera le plaisir de vous présenter et d'animer le webinaire d'aujourd'hui qui est rendu possible grâce au financement d'Eli Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement et la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, on va tout d'abord commencer par les questions techniques et logistiques. Donc, dès votre entrée dans le webinaire, vous avez été mis en sourdine et donc, vous avez le son soit via votre ordinateur ou via votre téléphone. Pour ce qui est de la présentation, pour le moment, donc, vous voyez uniquement la présentation du titre et par la suite, notre conférencière va partager son écran. Alors, dans le but de minimiser les interférences, donc tout le monde est en mode sourdine et on gardera donc la période de questions-réponses à la fin. Donc, notre conférencière va présenter pendant plus ou moins 45 à 50 minutes et on gardera donc les 10 minutes à la fin pour une période d'échange et des questions avec vous. Alors, le webinaire est enregistré. Il sera par la suite disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à vous référer et également à revoir le webinaire si vous le souhaitez. Et à la suite du webinaire, je vous enverrai donc le lien d'enregistrement donc vous pourrez garder dans vos notes. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, donc Dr. Isabelle Vedel, qui mène des recherches sur les services et les politiques de santé pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. Elle est cofondatrice et directrice scientifique de l'équipe de recherche pan-canadienne, recherche sur l'organisation des services de santé pour la maladie d'Alzheimer, appelée entre autres ROSA, qui est financée notamment par le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement. Elle est aussi impliquée dans l'apport de données probantes pour la prise de décision publique. Elle est responsable de l'évaluation du plan Alzheimer Québec et a participé en tant qu'experte avec l'Académie canadienne des sciences de la santé en vue de l'élaboration de la stratégie nationale sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs. Alors, et je vois également qu'il y a aussi Laura, qui est, je pense, assistante de recherche auprès dans l'équipe de Dr. Vedel. Alors, merci beaucoup à vous de prendre le temps aujourd'hui. La parole est à vous. Merci Noa pour ces belles présentations, puis merci de votre invitation à venir vous parler de la dernière conférence canadienne de consensus par rapport aux approches non pharmacologiques. Donc, je suis avec Laura Rojas Roseau, qui est un médecin généraliste et assistante de recherche sur l'équipe ROSA dont Noa a parlé. Donc, je vais partager mon écran tout de suite avec vous. Et puis, nous allons commencer. Comme je ne peux pas faire deux tâches en même temps, vous voyez que je m'arrête de parler quand je partage l'écran. Voilà. J'espère que ça va marcher. Donc, merci encore de votre accueil et puis on va prendre du temps pour la période des questions et entendre ce que vous avez à dire par rapport à ces approches non pharmacologiques pour soutenir les personnes atteintes et leurs proches aidants. Donc, sans plus attendre, commençons dans le vif du sujet. Ça c'est un petit plan de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on va commencer à parler de pourquoi les approches non pharmacologiques sont-elles essentielles, comment soutenir la mise en œuvre des meilleures pratiques, vous présenter la conférence canadienne de consensus
et la méthode que nous avons utilisée pour l'élaboration de recommandations sur les interventions non pharmacologiques. Enfin, on va vous présenter les 5 recommandations et le reste du travail qui reste à faire, et on espère maintenir un lien et une connexion avec vous tous. On aime beaucoup discuter avec les personnes, les cliniciens, les aidants, pour faire évoluer nos travaux de recherche. Donc, pourquoi des approches non pharmacologiques? Comme vous le savez mieux que nous certainement, les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur ont une variété de besoins complexes. Elles ont des besoins sanitaires, hein, médicaux, de prise en charge de leur maladie, des comorbidités qui sont associées, mais elles ont bien d'autres besoins, des besoins sociaux, des besoins d'avoir des loisirs, des besoins d'être connectés avec leurs proches, des besoins de stimulation cognitive et des besoins d'aide dans la vie quotidienne quand des difficultés de gestion des activités de la vie quotidienne émergent. Et on sait très bien que les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur ont souvent aussi un proche aidant qui est impliqué au quotidien ou de façon hebdomadaire avec elles pour les soutenir. Et ces proches aidants ont eux-mêmes besoin de soutien et d'être supportés dans leur rôle auprès de leurs proches. Donc, pourquoi les interventions non pharmacologiques? Comme vous le savez, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ça peut changer dans le futur, on espère, les traitements médicamenteux, les pilules, les médicaments, ont une efficacité assez limitée. Et donc, il faut chercher aussi d'autres façons de soutenir les personnes. Les interventions non pharmacologiques sont particulièrement intéressantes par rapport à ça, puisqu'elles visent à améliorer non seulement la santé, mais aussi le fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne, la qualité de vie et le bien-être, et de bien vivre avec un trouble neurocognitif majeur pour les personnes elles-mêmes et les proches aidants. De plus, ces interventions sont en général non invasives, hein, il n'y a pas de conséquences à participer à ce genre d'intervention, donc elles sont sécuritaires et elles ont peu d'effets secondaires. Donc pourquoi s'en priver? Par ailleurs, on sait que la mise en place des meilleures pratiques de soins, c'est une question qu'on se pose en tant que chercheur, en tant que clinicien, en tant qu'intervenant communautaire. Comment mettre en place les meilleures pratiques de soins. C'est important de se baser sur la recherche pour ça et voir quelles sont les barrières et les facilitateurs à l'implantation de nouvelles pratiques et à leur adoption dans la pratique quotidienne. On sait que ce n'est pas toujours évident de faire évoluer les pratiques, de faire adopter des nouvelles pratiques. Donc, la recherche peut aider à mieux comprendre comment mettre en place ces pratiques et faciliter leur adoption localement. C'est très important que les chercheurs ne travaillent pas en silo hein, dans leur tour d'ivoire et soient en contact avec les cliniciens, avec les personnes atteintes, avec les proches aidants. Et qu'on sait que si on développe la recherche en lien avec des personnes atteintes, des proches aidants, des cliniciens, des décideurs, des gestionnaires, on va faire une meilleure recherche et il y a plus de chances que cette recherche, les résultats de la recherche soient appliqués dans le quotidien. Donc, tout ça pourquoi? Pour avoir des résultats concrets, pour améliorer concrètement la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches aidants. Donc, notre discussion aujourd'hui, notre présentation aujourd'hui se situe vraiment à l'interface entre ces deux champs de recherche, je dirais, qui sont les interventions non pharmacologiques et tout l'intérêt de ces interventions-là, mais aussi le développement de lignes directrices de pratique qui vont être faciles ou
plus facile à intégrer dans notre quotidien en tant que clinicien ou gestionnaire. Tout ça pour améliorer la santé, le fonctionnement, la qualité de vie, le bien-être des personnes et favoriser l'implantation concrète et sur le long terme des meilleures pratiques. Donc, comme vous voyez sur cette diapositive, l'Organisation mondiale de la santé a nommé des priorités de recherche que vous devez connaître vis-à-vis des personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs. Et il y a plusieurs domaines de recherche généraux qui ont été élaborés. Et ce qu'on a mis en couleur verte ou bleue sont vraiment les domaines qui sont liés à cette présentation aujourd'hui et aux travaux que nous avons menés dans les 2 dernières années. Donc, vous voyez qu'en termes de recherche, l'OMS nous dit qu'il faut améliorer la qualité des soins aux personnes atteintes et à leurs proches aidants, qu'il faut déterminer les interventions les plus efficaces pour l'éducation, la formation et le soutien des soignants formels et des aidants, des proches aidants, des personnes atteintes. Il faut aussi améliorer la prestation de soins et de services aux personnes qui sont atteintes et à leurs proches aidants. Et donc, réfléchir aux modèles optimaux de soins et de soutien aux personnes et aux proches au sein de la communauté. Donc, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il faut favoriser comme nouveau modèle de soins? Et enfin, la recherche clinique translationnelle, pharmacologique et non pharmacologique. Donc, c'est vrai qu'on rêverait tous d'avoir un médicament super efficace dès demain. On n'en est pas encore là, mais du coup, il faut diversifier les approches thérapeutiques, donc utiliser des interventions pharmacologiques, médicamenteuses, mais aussi des interventions non médicamenteuses. Finalement, ces priorités qui ont été élaborées par l'OMS, recoupe en partie les priorités de recherche canadiennes sur les troubles neurocognitifs majeurs. De la même façon, on a mis en bleu ou en vert les sujets et les domaines de recherche qui se rapprochent de cette présentation aujourd'hui. Donc, améliorer le bien-être émotionnel des personnes, améliorer le soutien aux proches aidants, améliorer la formation des prestataires de soins, la mise en œuvre des bonnes pratiques de soins et les approches de gestion non liées aux médicaments. Vous savez que nos travaux s'intègrent dans la stratégie sur la démence pour le Canada. Bon, ils utilisent le mot démence encore en français. On sait que c'est un terme qu'on n'aime pas du tout utiliser, qu'on préfère la dénomination de troubles neurocognitifs majeurs, mais vous voyez que ça n'évolue pas toujours aussi vite qu'on le souhaite. La façon dont on s'exprime et dont on parle de ces maladies-là. Donc, le troisième objectif national de cette stratégie canadienne fédérale est d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs et de leurs proches aidants. Et les approches non pharmacologiques viennent en soutien à cette amélioration de la qualité de vie. Quand on regarde plus en détail la stratégie pour le Canada, on voit que pour améliorer la qualité de vie des personnes, il faut éliminer la stigmatisation, il faut promouvoir et favoriser le diagnostic précoce, il faut répondre aux besoins d'accès à des soins de qualité du début jusqu'à la fin. C'est renforcer les capacités des fournisseurs de soins, notamment de donner accès à des lignes directrices qui sont appropriées, qui sont relativement faciles à implanter, et améliorer le soutien aux aidants naturels, notamment en leur donnant accès à des ressources et à des mesures de soutien. Donc, les objectifs de nos travaux de recherche, d'une partie de nos travaux de recherche, je voudrais dire, dans les 2 dernières années, ça a été d'élaborer des recommandations sur les interventions non pharmacologiques
pour les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur et leurs proches aidants dans le contexte canadien. Il y avait des recommandations qui existaient dans d'autres pays, mais on n'en avait pas encore pour le Canada. Et on sait très bien qu'on ne peut pas importer comme ça des recommandations d'autres pays et les faire siennes. Il faut tout un processus de digestion, j'allais dire, pour que ça soit applicable dans notre contexte canadien. Ce qui est vraiment formidable dans la dernière itération de la conférence canadienne de consensus sur le diagnostic et le traitement de la démence, c'est que pour la première fois, on a travaillé sur les approches non pharmacologiques. Ces conférences canadiennes de consensus, elles existent depuis 1989, donc on a la 5e conférence canadienne de consensus. C'est extrêmement utile pour donner une espèce de cadre sur comment faire les diagnostics précoces, comment, ou en temps opportun, comment soutenir les personnes, comment donner des traitements médicamenteux, etc. Il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu de travaux sur les approches autres que le diagnostic, je dirais, et les médicaments. Donc, on est vraiment très content d'avoir pu mettre ça en place lors de la 5e conférence canadienne de consensus. Donc, comment on s'y est pris? Notre recherche s'est vraiment située à l'interface de qu'est-ce qu'on sait en termes de données probantes sur les interventions non pharmacologiques qui visent à améliorer la santé, le fonctionnement, la qualité de vie, le bien-être, et le développement de lignes directrices de pratique. Donc, on est vraiment à cette interface. Et globalement, notre équipe de recherche se situe toujours entre les données probantes, mais surtout être certain qu'on peut avoir un impact sur la pratique et que faire évoluer la prise en charge et le système de santé pour qu'il soit mieux adapté aux besoins des personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs et à leurs proches aidants. Donc, on a monté un groupe de travail pour la 5e conférence canadienne de consensus sur ces approches non pharmacologiques. Donc, je vois qu'il y a des questions dans le Q&A. Si jamais il y a quelque chose qu'il faut que je stoppe parce qu'il y a quelque chose, un problème technique, vous me laisserez savoir parce que je ne suis pas les questions qui rentrent pour l'instant. Oui, tout à fait, docteur Medel. Juste si je peux me permettre, en fait, le son au niveau de votre micro griche, comme ils disent. Donc, si vous pouviez ne pas trop vous approcher du micro, je pense que ça ira mieux. Est-ce que c'est pas mieux, aussi loin? Oui, là, je pense que c'est mieux. Allez-y. C'est mieux comme ça? Oui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça griche encore? Oui. Ou, non, c'est parfait comme ça. Mieux? Ah, d'accord. J'étais trop près et trop enthousiaste, peut-être. Merci. Donc, on a monté un groupe de travail qui a été dirigé par donc moi-même, Saskia Sivananthan, qui est à la Société Alzheimer du Canada, et Laura, qui présente avec moi aujourd'hui. Et on a inclus différents membres à ce groupe de travail. Et ce que je voulais des gens du Canada, mais aussi certaines expertises à l'international comme Henry Brodati qui est en Australie, et des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif majeur ou qui ont qui ont une expérience, donc comme James Mann et Lynn Loftus. En termes de méthode, je vais laisser Laura présenter, mais ça s'est déroulé en 3 phases. Donc, Laura, à toi le micro. Merci Isabelle. Alors, les membres du groupe de travail qu'on a déjà présenté se sont réunis autant de fois que nécessaire pour discuter et parvenir au consensus, les méthodes générales et la stratégie de recherche pour déterminer aussi les critères d'inclusion et exclusion de la littérature qu'on va examiner
aussi examiner les résultats et parvenir à un consensus de recommandation. Ceci, c'est un ensemble du travail effectué par tout le groupe de travail pour développer les recommandations qu'on va présenter en avance. Pour ce faire, le groupe de travail a suivi 3 phases. Dans la première phase, une revue systématique a été réalisée pour identifier et sélectionner les études sur les interventions non pharmacologiques. Dans la phase 2, le groupe de travail a rédigé et classé les recommandations en fonction de la qualité des preuves qu'on a trouvées dans la littérature. Et puis, dans la phase 3, les recommandations ont été approuvées en utilisant une méthode de consensus. Et la prochaine, s'il te plaît. Au cours de la phase 1, la revue systématique a été réalisée pour élaborer les recommandations préliminaires de les interventions qu'on va parler. Cette approche a permis de faire la synthèse d'examens déjà réalisés sur diverses interventions psychosociales et autres interventions non pharmacologiques pour les troubles neurocognitifs majeurs. Ce faisant, nous avons cherché à consolider les connaissances actuelles à ces interventions et cela nous a permis aussi d'obtenir rapidement les preuves disponibles dans ce moment-là. Pour notre étude, nous avons inclus toutes les revues systématiques décrivant des interventions psychosociales et d'autres interventions non pharmacologiques pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur vivant dans la communauté. Et nous avons également pris en compte les interventions visant à améliorer les symptômes, à réduire le stress décédent et adapter les organisations et communautés aux besoins des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur. Et nous voulons savoir alors qu'est-ce qui se passe au niveau individuel. Et on voudrait savoir l'effet de l'activité physique, y compris l'examen sur la condition physique et l'activité physique quotidienne, comme par exemple le jardinage, sur les personnes atteintes, et aussi l'effet de la stimulation cognitive sur les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif, et aussi l'effet de l'éducation psychosociale, ça veut dire par exemple le groupe de soutien, pour les aidants des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur. Au niveau de la communauté, on voudrait savoir quel était l'impact de cette organisation et communauté favorable au trouble neurocognitif majeur et aussi l'impact de la gestion des cas pour cette personne-là. La suivante, s'il te plaît. Dans la phase 2, le groupe de travail s'est réuni plusieurs fois avec deux objectifs. Premièrement, il a rédigé les recommandations sur la base des résultats de l'examen systématique de revue qu'on a déjà parlé. Et deuxièmement, en se basant sur le cadre qui s'appelle GRADE, le groupe de travail a évalué la qualité des preuves à partir de ce qu'on a trouvé dans l'examen systématique en attribuant une force de recommandation et le niveau de preuve. Tout désaccord a été résolu par consensus lors des réunions du groupe de travail. Et la suivante, s'il te plaît. Mais que c'est GRADE. GRADE, ça stand en anglais pour Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Il s'agit d'un cadre transparent qui est utilisé pour élaborer et présenter les résumés des preuves et qui fournit une approche systématique pour formuler les recommandations de pratique clinique. La qualité des preuves est classée en 4 niveaux: élevé, modéré, faible et très faible. La qualité des preuves peut varier en fonction de la limitation de l'étude, l'incohérence des résultats trouvés, l'imprécision et du but des études. Si par exemple, dans le cadre, ils disent que les preuves sont de haute qualité, il est peu probable que des recherches additionnelles ou supplémentaires modifient la confiance dans l'estimation de l'effet trouvé dans la littérature. Par exemple, s'il s'agit d'une étude de faible qualité, il est probable que les recherches supplémentaires auront un impact important sur notre confiance dans l'estimation de l'effet et qui c'est possiblement susceptible de modifier l'estimation. L'autre facteur qui est pris en compte est la force de la recommandation. Celle-ci peut être forte ou faible. Si par exemple, les preuves trouvées sur les effets d'une intervention l'emportent clairement sur les effets indésirables
ou s'il est clair qu'il n'y a pas d'effets indésirables, le groupe de travail sur les lignes directrices offre une recommandation qui est forte. En revanche, une recommandation faible est fournie lorsque les preuves sont de faible qualité ou que les preuves suggèrent que les effets désirables et indésirables sont étroitement équilibrés. La prochaine, s'il te plaît. Alors, au cours de la phase 3, tous les membres de la conférence, soit plus de 40 intervenants canadiens et internationaux représentant les chercheurs, des cliniciens, des décideurs et des représentants des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur et leurs aidants, ont reçu toutes les recommandations de tout groupe. Sur la base de la méthode de consensus Delphi, les membres de ce groupe d'experts ont voté et approuvé toutes les recommandations. S'ils parvenaient à un consensus positif de 80% et plus, les recommandations étaient approuvées. La prochaine, s'il te plaît. Les résultats de chacune des phases sur lesquelles je viens de parler peuvent être consultés dans notre article qui était publié l'année passée sur les recommandations non pharmacologiques pour la maladie d'Alzheimer. Dans cet article, en plus de la description des 3 phases, le groupe de travail a également fourni un tableau pour chacune des recommandations qui comprend la définition de l'intervention, où trouver l'information sur cette intervention spécifique et comment la recommander dans la pratique clinique. Cet article fait également partie d'une série d'articles dans lesquels la conférence partage les résultats de toute la 5e itération et il s'agit d'un article d'accès libre si vous souhaitez de le consulter. Merci. C'est à vous, Isabelle. On ne t'écoute pas, Isabelle. Ça y est. Parfait. Merci, Laura, pour cette présentation méthodologique. On trouvait que c'était important de vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui développent des recommandations dans les fins d'articles, etc. Mais quand on parle vraiment de recommandations, c'est toute une approche méthodologique extrêmement rigoureuse pour être certaine que les recommandations qu'on émet soient liées réellement aux données probantes. Donc, vous voyez toute la complexité d'élaborer vraiment des recommandations. C'est très méthodologique. Donc, on va venir maintenant au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est de vous présenter les 5 recommandations qui ont été élaborées et qui ont fait consensus. Donc, 3 recommandations au niveau individuel, l'exercice, la stimulation cognitive et les interventions psychoéducatives pour les aidants, ça. Et 2 recommandations au niveau communautaire, donc les organisations et les communautés favorables aux troubles neurocognitifs majeurs et la gestion de cas. Donc, allons-y pour la première recommandation. OK, l'exercice. Donc, ça a été formulé comme ça. C'est nous recommandons aux personnes atteintes de faire de l'exercice physique en groupe ou individuellement. Vu les données probantes, on ne peut pas recommander une durée spécifique ou une intensité d'exercice pour le moment, mais peut-être dans les prochaines conférences canadiennes de consensus, on verra. C'est une recommandation qui est forte, avec une qualité modérée des preuves, c'est-à-dire que les devis des études, les méthodes pour développer les études sont de niveau modéré, mais la recommandation est forte et on a obtenu un grand consensus à travers la conférence canadienne de consensus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une activité physique? C'est quelque chose qui est planifié, structuré et répétitif et qui a pour objectif final ou intermédiaire d'améliorer et de maintenir la condition physique. Ben, où trouver l'information si on est une personne atteinte ou un proche aidant ou un organisme communautaire qui veut orienter les personnes pour faire de l'activité physique? Et bien, souvent, les centres communautaires, les sociétés Alzheimer locales
sont des bonnes ressources. Les physiothérapeutes, les kinésiologues qui peuvent aussi proposer des programmes d'exercice individualisés qui peuvent être effectués à domicile. Donc, des programmes d'exercice adaptés. Il y a des exercices qu'on peut faire sur une chaise si on n'est plus capable de se tenir debout. Enfin, il y a toute une panoplie d'exercices possibles. Ce qui est important, c'est de se mettre des objectifs assez réalistes et de viser à augmenter son activité physique globale. Donc, on peut commencer de façon, je dirais, modeste en faisant des promenades régulières dans le quartier ou dans les bâtiments publics locaux tels que les centres commerciaux. Bon, ça, c'était avant la pandémie, hein, quand en hiver, il neige, etc. Aller faire de la marche dans les centres commerciaux. Il y a même des groupes de marche qui se mettent en place dans les centres commerciaux. Bon, il va falloir attendre que la situation soit un peu plus stable pour ça, mais au point de vue de la pandémie, mais gardons ça en tête. Tous les loisirs qui sont assez actifs, comme le jardinage, c'est des très bons exercices. Les travaux ménagers de base sont aussi des bons exercices physiques. Jouer avec les petits-enfants si vous en avez. Après, on peut avoir des niveaux d'exercice plus structurés et plus intenses. Et il y a des programmes communautaires comme des cours de danse, de tai chi, des groupes de marche, où on fait ça à plusieurs, évidemment, après la pandémie. Et comme je disais précédemment, demander à un physio ou un kinésio pour avoir des instructions écrites et des photos sur comment faire les exercices à la maison, parce que parfois on nous donne des instructions, puis quand on rentre chez soi, on ne se souvient plus comment il faut faire les exercices. Donc, c'est bon d'avoir des instructions écrites et des photos sur lesquelles on peut retourner pour faire l'exercice. La deuxième recommandation, c'est d'envisager une thérapie de stimulation cognitive de groupe pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs légers à modérés. Cette recommandation est un peu moins forte que la précédente. Le niveau de recommandation est faible, avec une qualité modérée d'épreuve. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, la stimulation cognitive? C'est de faire participer les gens, généralement en groupe, à une série d'activités qui visent à améliorer le fonctionnement cognitif et social en général. Par exemple, c'est les thérapies de réminiscence où on se souvient du passé ou d'événements, l'orientation vers la réalité, où on est maintenant, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on va faire. Des activités sensorimotrices, des jeux qui favorisent le souvenir du passé, l'évocation de connaissances, par exemple nommer des animaux, des chansons, ou résoudre des problèmes. Ce qui semble très prometteur, c'est de cibler plusieurs domaines cognitifs, donc notamment l'attention, la mémoire, la résolution de problèmes, et plutôt en groupe, puisqu'on sait que le fonctionnement social est une part entière de nos besoins à tous, mais aussi des besoins des personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs. Ce qui est important aussi, là, c'est de trouver des activités qui sont stimulantes et intéressantes pour les personnes. Donc, il faut voir quels sont leurs centres d'intérêt. Et si on voit qu'une personne est désintéressée par l'activité ou frustrée par une activité parce qu'elle a du mal à la réaliser, eh bien, il faut proposer une nouvelle activité. Il ne faut pas que la personne se sente en échec. Où est-ce que vous pouvez trouver de l'information ou enregistrer pour ce genre, vous inscrire pour ce genre d'activité? C'est encore Société Alzheimer, les programmes de jour ou tout autre organisme communautaire. Ça dépend vraiment de chaque région au Québec. La troisième recommandation, c'est d'envisager des interventions psychosociales et psychoéducatives pour les aidants cette fois. Donc, c'est une recommandation faible avec une qualité modérée des preuves. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout ce qui est éducation, non seulement sur les troubles neurocognitifs, qu'est-ce que c'est, ce type de maladie, comment ça évolue,
mais aussi quels sont les services disponibles, comment on peut se faire aider, comment on peut rester chez soi le plus longtemps possible si tel est notre souhait. C'est aussi tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, comment faire face et comment gérer les troubles neurocognitifs, des conseils, le renforcement des compétences, la résolution de problèmes et les stratégies d'adaptation et de soutien social. Donc, le mieux, c'est de recommander les interventions qui correspondent le mieux aux besoins du proche aidant. Donc, ça nécessite de faire une évaluation des besoins du proche aidant et de discuter avec lui quelles sont les meilleures interventions. Est-ce que c'est dans la résolution de problèmes qu'il a besoin de soutien? Est-ce que c'est qu'il manque d'informations pour adapter finalement les thérapies proposées aux besoins réels de la personne aidante? Il vaut mieux envisager des interventions qui peuvent avoir des impacts plus importants. Et souvent, c'est quand on combine à la fois des composantes éducatives, donc d'information, et thérapeutiques, comme de la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie de résolution de problèmes. Les interventions qui sont plus longues et plus intenses ont l'air de marcher mieux. Et les interventions à composantes multiples, donc on mélange plusieurs types d'activités. Encore là, où trouver l'information dans les sociétés Alzheimer, dans les organisations de services de soutien à la communauté, dépendamment de votre région. La quatrième recommandation, donc là, on va quitter le niveau individuel ou de prescription à la personne individuelle de ce qui serait bon pour elle, mais comment mieux organiser les services pour les personnes avec des troubles neurocognitifs et leurs proches aidants. Donc, nous recommandons d'envisager la création d'organisations et de communautés adaptées aux personnes atteintes. C'est une recommandation faible avec une qualité des preuves faible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'imagine que vous connaissez parce que les sociétés Alzheimer sont très impliquées dans le développement de ces communautés adaptées. C'est un lieu où les personnes atteintes et leurs proches aidants, leurs amis, leurs familles sont accueillis, reconnus et inclus et vraiment participent à leur communauté et ont un accès à un enseignement et à des formations pratiques. Comment on peut recommander cette pratique? C'est difficile de vous dire, allez vous inscrire dans telle ou telle communauté. Donc, ce qu'on peut recommander pour ça, c'est de s'impliquer dans le développement de ce genre de communauté. Donc, c'est connaître et comprendre les troubles neurocognitifs majeurs pour le bénéfice de vos patients et apprécier que ces communautés et ces organisations essayent de diminuer la stigmatisation des troubles neurocognitifs majeurs et favoriser la participation et l'engagement des personnes atteintes et des proches aidants. Vraiment, l'objectif de ces communautés, c'est d'encourager les personnes atteintes et leurs aidants à vivre pleinement leur vie. C'est important pour les médecins de famille, pour les infirmières, les travailleurs sociaux et tous les autres professionnels de la santé, les intervenants communautaires, d'être empathiques et d'encourager la personne à atteindre son plein potentiel en fonction évidemment des limitations, mais d'utiliser son potentiel à son maximum et d'être empathique et d'accepter que parfois c'est difficile de vivre aussi avec un trouble neurocognitif majeur. Et c'est important pour les professionnels et les intervenants de connaître les services de soutien locaux et provinciaux disponibles pour ces personnes et leurs aidants et de les orienter correctement dans le système. Donc, encore là, les sociétés Alzheimer sont très, très impliquées dans le développement de ces communautés et de ces organisations qui permettent un meilleur engagement et une diminution de la stigmatisation. Et il y a même des guides
sur comment transformer votre clinique ou votre département d'urgence ou votre CLSC en une organisation favorable aux personnes avec des troubles neurocognitifs majeurs. Il y a aussi le programme Premier lien de la Société Alzheimer que je suis sûre que vous connaissez très bien. La dernière recommandation, donc on est encore là au niveau collectif, communautaire, je dirais, c'est la gestion de cas. J'ai eu la chance personnellement de faire beaucoup de travaux avec Dr Vladimir Kanassov sur la gestion de cas. Donc, la recommandation est d'envisager le recours à la gestion de cas pour les personnes atteintes. C'est une recommandation faible avec une qualité modérée des preuves. Donc, qu'est-ce que c'est la gestion de cas? C'est toutes les stratégies qui visent à améliorer la coordination et la continuité de la prestation de services qui comprend les aspects médicaux et sociaux des soins. Donc, c'est vraiment en plusieurs étapes. Évaluer les besoins des personnes, voir avec elles quel type de service elles en auraient besoin, élaborer un plan de soins ou une stratégie pour avoir accès à ces services et réévaluer régulièrement les besoins, puisqu'on sait que la maladie, les troubles neurocognitifs majeurs évoluent. Il faut régulièrement réévaluer les besoins pour ajouter des services pour que la personne ait une meilleure qualité des soins et une meilleure qualité de vie. Donc, au niveau organisationnel, ce qu'il faut promouvoir, la littérature montre qu'il c'est essentiel d'augmenter la collaboration entre le médecin de famille, le gestionnaire de cas, les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et le proche aidant, pour que vraiment ils se mettent sur la même longueur d'onde, sur la stratégie, qu'est-ce qui est important, quels sont les besoins et comment répondre aux besoins. Dans les équipes interdisciplinaires, il est essentiel que les rôles et les responsabilités soient clairement définis entre les différents membres de l'équipe et donc qu'on sache par exemple si c'est l'infirmière, le travailleur social ou un autre professionnel ou un autre intervenant communautaire qui va faire la coordination des différents services. On sait que pour que les personnes restent à leur domicile, par exemple, à un moment, il faut avoir beaucoup de services qui interviennent. Et comment se coordonner pour être certain qu'un lundi de Pâques, il y ait quand même quelqu'un qui passe et que la personne ne soit pas toute seule chez elle et qu'elle soit stimulée pour les repas, etc. Donc, il y a beaucoup de coordination à faire au quotidien. Et souvent, c'est les aidants, les proches aidants qui s'occupent de ça, mais avec la gestion de cas, l'idée, c'est de diminuer la responsabilité des proches aidants et puis d'avoir un professionnel qui s'occupe de coordonner tous ces services. C'est important aussi dans les équipes interdisciplinaires de reconnaître la valeur de chaque membre de l'équipe. Chacun a quelque chose à y apporter, que ce soit le pharmacien, le physio, le kinésio, le préposé aux bénéficiaires. Tous ces gens-là connaissent la personne et donc qu'est-ce qu'on fait comme stratégie ensemble pour répondre au mieux aux besoins de la personne. Au niveau clinique, ce qui est très important, c'est d'avoir un suivi proactif pour s'assurer que les patients se présentent à leur rendez-vous, parce qu'on a montré par ailleurs que la continuité des soins avec un médecin de famille, donc voir régulièrement son médecin de famille, diminue les visites à l'urgence et les hospitalisations. Donc, il faut que les personnes puissent venir à leur rendez-vous, se souviennent qu'elles ont un rendez-vous. Alors, c'est vrai que maintenant, avec la télémédecine, ça peut être plus facile puisqu'il n'y a pas besoin de se déplacer, mais c'est d'autres contraintes aussi. Donc, mais d'avoir un suivi régulier est très important. Aussi que les personnes et les aidants aient une personne ressource qu'ils peuvent appeler quand ils ont des questions, quand ils se posent des questions sur un nouveau symptôme, sur une nouvelle façon de faire, et qu'ils soient pleinement associés aux décisions qui sont relatives aux soins médicaux, mais aussi aux aspects sociaux. Il faut apporter aussi une attention particulière aux transitions en matière de soins et de santé.
Donc, par exemple, quand les gens quittent l'urgence et rentrent chez elles, être certain qu'ils ont les médicaments en place, qu'il y a quelqu'un pour les accueillir, ou quand ils sortent d'hospitalisation aussi, quand ils décident d'aller en centre d'hébergement, être sûr que ce processus-là se fait de façon bien coordonnée, est anticipé, tout en faisant participer la personne à la décision. Donc, la gestion de cas, ce n'est pas implanté partout. Il y a certaines cliniques de médecine de famille qui l'ont, il y a des CLSC qui l'ont. Donc, le mieux, dépendamment de votre région, c'est de se renseigner où est-ce que vous pouvez bénéficier de gestion de cas et de coordination des services. Je sais aussi que les sociétés Alzheimer jouent un rôle dans la coordination des services parfois. Donc, voilà les 5 recommandations qui ont été élaborées. Vous pouvez me demander, mais pourquoi on n'a pas regardé tout ce qui était la thérapie par l'art ou d'autres approches non pharmacologiques? C'est une très bonne question. C'est parce qu'on était limité dans le temps et il fallait commencer à quelque part. Mais donc il y a beaucoup d'autres approches non pharmacologiques que nous n'avons pas traitées jusqu'à maintenant par manque de temps et parce qu'il fallait rendre les résultats rapidement à la conférence canadienne de consensus. Mais au fur et à mesure des années, on va encore étoffer ce portefeuille d'approches non pharmacologiques pour être certain qu'on les aborde toutes. Donc, c'était vraiment intéressant de participer et de mener ce groupe de travail. Et pour la première fois, la conférence canadienne a fourni des recommandations sur les approches non pharmacologiques. Donc, on est très, très heureux d'avoir pu élaborer ces recommandations. On sait que ces approches non pharmacologiques ont un effet positif sur les personnes qui sont atteintes, mais aussi sur leurs proches aidants. Ça fait partie des soins holistiques, des soins globaux. On regarde non seulement la maladie, mais aussi le bien-être et la qualité de vie de la personne, comment faire en sorte qu'elle soit stimulée, qu'elle ait des relations sociales, qu'elle maintienne une bonne capacité physique à travers l'exercice, qu'on les soutienne dans la coordination des services et qu'elles participent pleinement aux décisions qui les concernent. Donc, comme je vous l'ai dit, les prochaines conférences canadiennes de consensus, on regardera d'autres types d'interventions. On vous a mis mon adresse courriel ici, ainsi que notre compte Twitter, si vous voulez suivre ce que notre équipe produit en termes de recherche. On vous fait environ une fois par mois ou une fois par 2 mois une infographie où on présente de façon colorée et visuelle les résultats de notre recherche. Donc, ça nous fera plaisir d'interagir avec vous. Pour finir, je voudrais faire une petite publicité pour un projet de recherche international que nous menons qui est en lien avec ces approches non pharmacologiques. Donc, on a un projet de recherche avec l'Australie, le Royaume-Uni, la Pologne, les Pays-Bas. Et au Canada, il y a 3 provinces qui participent, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Et ce projet s'appelle Cognisance. Ça veut dire co-conception du diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs et des soins post-diagnostiques. Enfin, ça marche mieux en anglais, mais c'est ça que ça veut dire en termes de signification. Mais Cognisance, ce n'est pas un très bon acronyme en français. Donc, l'objectif général, c'est d'améliorer les soins, les services de soutien et les services sociaux offerts aux personnes qui sont atteintes et à leur famille lors du diagnostic. Et en particulier, on veut améliorer la façon dont le diagnostic est communiqué aux personnes atteintes et à leurs aidants, parce qu'on sait que ce n'est pas encore bien fait, la façon dont on dit à la personne qu'elle a une maladie d'Alzheimer ou une maladie à corps de Lewy ou une autre
type de trouble neurocognitif majeur. Et parfois même, ce n'est pas dit à la personne. Donc, il faut vraiment travailler sur la communication du diagnostic. Et aussi, une fois qu'on reçoit le diagnostic, c'est un peu comme des fois, on tombe dans un trou noir, puis on a plein de questions, puis on ne sait pas à qui poser les questions. C'est comment mieux soutenir les personnes et les aidants tout de suite après le diagnostic, donc dans l'année qui suit le diagnostic. Les sociétés Alzheimer ont produit beaucoup d'outils, puis on travaille de façon rapprochée avec NOUA, Ben Gaïd sur ce projet de recherche. On ne veut pas dupliquer ce qui a déjà été fait, mais on veut venir en complément de ce qui a déjà été produit. Et c'est pour ça qu'on travaille de façon rapprochée avec Dr. Noah Ben Gaïd. On vous a mis ici le lien par rapport à notre enquête où on vous pose des questions sur comment vous percevez le soutien que vous recevez, comment le diagnostic vous a été communiqué, etc. Pour avoir un portrait des failles ou des défis dans notre système de santé qu'on doit encore améliorer et savoir où mettre l'énergie pour améliorer l'expérience du diagnostic et des soins ou de soutien après le diagnostic. Donc, on va organiser un autre Facebook, un événement Facebook, je pense, avec Dr. Ben Gaïd bientôt, où on vous en dira plus, mais je voulais commencer à vous mettre l'eau à la bouche par rapport à cette étude qui est très intéressante. Et puis, on obtient des informations sur ce qui se passe dans les autres pays qui peuvent nous inspirer. Et puis, nous-mêmes, on inspire les autres pays. Donc, c'est assez passionnant. Donc, je pense que ça finit là notre présentation. Je vais arrêter de partager pour qu'on puisse se voir. Voilà. Excellent. Ben, merci beaucoup, Dr. Vettel et Dr. Roja Roseau pour cette présentation. J'aimerais tout d'abord qu'on fasse peut-être de mettre la table sur pourquoi avoir organisé un pan spécifique de la conférence canadienne sur les recommandations non pharmacologiques et quelle est la différence entre des recommandations et une revue de la littérature où on va aller regarder les données probantes, chose qui a déjà été faite notamment par l'INSPQ, par l'OMS, dans le cadre de la stratégie nationale sur la démence, dans le cadre du plan Alzheimer, où effectivement les approches non pharmacologiques sont assez souvent et recommandées comme des approches à suivre auprès des personnes atteintes. Donc, pourquoi finalement arriver au niveau de la conférence canadienne de consensus avec un penchant particulier pour les approches non pharmacologiques et quelle est la différence donc entre une recommandation et une revue de la littérature? Deux excellentes questions, merci. Donc, première question, pourquoi avoir spécifiquement regardé les approches non pharmacologiques? Peut-être que j'aurais dû expliquer mieux, mais la conférence canadienne de consensus a abordé bien d'autres sujets que les approches non pharmacologiques, hein, notamment les biomarqueurs, l'imagerie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme domaine? Laura, tu te souviens des autres domaines qu'il y avait? J'ai un petit trou, mais il y a eu beaucoup d'autres. Les arrêts de traitement, enfin les déprescriptions de certains médicaments. La réduction des risk reduction contre la maladie. Ouais. Que l'autre, c'était aussi les marqueurs non cognitifs qu'on peut utiliser dans la démence. Et tous les tests qu'on doit réaliser pour le diagnostic et tous les médicaments. Ouais, donc il y a eu beaucoup d'autres dimensions qui ont été regardées lors de la conférence canadienne de consensus, puisque l'idée, c'est de
de toujours mettre à jour les recommandations au vu des nouvelles études qui sont sorties et de voir qu'est-ce qu'on garde dans ces études pour en faire des recommandations et qu'on demande aux gens de mettre en place dans la pratique. Donc, nous, on vous a présenté juste les approches non pharmacologiques, mais il y a un article complet sur l'ensemble des recommandations et nous, on a fait un article sur spécifiquement comment les médecins de famille et les groupes de médecins de famille, les équipes interdisciplinaires de première ligne doivent regarder ces nouvelles recommandations et qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent dans leur pratique. Donc, nous, on a fait un groupe de travail spécifique sur les approches non pharmacologiques parce qu'on ne peut pas faire des recommandations à 40 personnes, ça serait infaisable. Donc, il fallait qu'on ait un groupe de travail spécifique sur les approches non pharmacologiques avec des experts de ces approches-là. Et c'est là où c'est différent juste d'une revue de la littérature. Une revue de la littérature, on fait une synthèse et on dit, voilà, il y a 5 études qui ont montré tel aspect, que ça améliore la cognition, etc. Entre ce genre de synthèse de la littérature et des recommandations, il faut qu'il y ait un travail d'écriture où on transforme cette preuve, ces données probantes, en une recommandation pratique, genre comme il est recommandé de faire de l'exercice physique, que ce soit en groupe ou individuel, pour les personnes atteintes. Et pour rédiger ça et le côté pratique, eh ben, il faut s'associer avec des personnes qui sont atteintes, il faut s'associer avec des proches aidants et avec des professionnels qui connaissent bien l'exercice physique, par exemple. Donc, c'est là où c'est différent. Quand on élabore une recommandation, il y a tout ce travail d'écriture. Et après ça, il faut avoir un consensus. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher les 40 experts canadiens de la Conférence canadienne de consensus qui ont voté pour dire si notre recommandation était acceptée ou pas acceptée. Donc, il y a comme une sélection qui se fait aussi pour savoir si quelle recommandation vraiment promouvoir. Et on a la chance, nous, dans notre groupe de travail, les 5 recommandations qu'on avait proposées ont toutes été acceptées. Youpi! Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Une autre question également, au-delà effectivement de faire une revue de la littérature et d'émettre des recommandations, c'est quoi les barrières, c'est quoi les défis qui justement empêchent la mise en application de telles recommandations actuellement, alors que c'est déjà bien documenté dans la littérature? Oui. Eh bien, souvent, les défis, c'est une manque de formation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait de la formation continue et qui se maintient à jour sur les recommandations existantes. Donc, il y a la connaissance, avoir la connaissance de la recommandation. Après, même si on connaît la recommandation, ça ne veut pas dire qu'on va l'appliquer. Donc, il y a tout un travail de comment concrètement mettre en œuvre cette recommandation dans mon organisation de santé. Par exemple, si je suis un groupe de médecine de famille ou un service communautaire, comment je vais informer les personnes qu'il faut qu'elles fassent de l'exercice? Est-ce que les informer, c'est suffisant? Est-ce que je leur propose des exercices? Est-ce que je forme mes préposés à comment stimuler l'exercice chez les personnes? Donc, il y a tout ce travail-là de réflexion contextualisée, je dirais, qui, en fonction de l'organisation qui va implanter une recommandation, comment on va faire concrètement, nous, au sein de notre organisation pour implanter les recommandations. Parce qu'en avoir la connaissance, il y a des tonnes de littérature là-dessus. Dans la science de l'implantation, avoir la connaissance d'une recommandation, c'est que le début. Si on veut qu'elle se mette en pratique, il faut vraiment réfléchir à l'implanter dans notre organisation. Et puis parfois, c'est un manque de temps, un manque de ressources,
Alors, le manque de temps et le manque de ressources, c'est souvent la première barrière qui est nommée, mais c'est pas une barrière parce que c'est des questions de priorité aussi. Il y a peut-être des gains de temps qu'on peut faire sur d'autres aspects du travail. Peut-être pas, mais peut-être que c'est une question de priorité. Si on se dit, cette recommandation est essentielle à appliquer, et elle est prioritaire, ben, comment on coupe dans le temps de travail sur d'autres domaines pour la mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe. Et on sait que en moyenne, 50% des innovations en santé ne se maintiennent pas parce que les gens la font pendant 6 mois, puis après ils oublient, passent à autre chose. Donc, il y a toute cette question de maintenir les recommandations dans la pratique sur le long cours qui est un autre défi aussi. Merci. Alors, on a une question notamment par rapport à l'utilisation des approches non pharmacologiques en contexte de symptômes psychologiques et comportementaux de la démence, donc les fameux SCPD. Comment justement implanter ce genre de recommandations auprès de personnes qui manifesteraient donc des comportements déroutants notamment? Oui, très bonne question. Je ne pense pas que j'ai la réponse, une réponse simple à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au ministère de la Santé un nouveau groupe de travail qui a été mis en place par rapport au comportement déroutant et comment mieux gérer ça, être certain qu'on évalue bien l'origine de ces comportements-là et puis quelle est la meilleure approche, etc. Après, comment injecter dans l'approche globale des comportements déroutants de l'exercice physique, de la stimulation cognitive, j'ai pas la réponse. Je pense que ça nécessite de réfléchir vraiment individuellement pour la personne, qu'est-ce qui va être bénéfique pour elle et comment mettre ça en pratique. Donc, on attend les résultats de ce groupe de travail sur les comportements déroutants. J'aime bien ça comme... il faut trouver un meilleur terme que SCPD parce que c'est vraiment pas terrible comme mot. Je pense que le groupe de travail va se pencher sur la terminologie aussi. Tout à fait, effectivement. Alors, on a effectivement un commentaire oui, au-delà des recommandations, justement par rapport aux approches non pharmacologiques, il faudrait aller plus loin. En tant que préposé aux bénéficiaires, la musicothérapie, la zoothérapie, l'art-thérapie, l'aromathérapie offrent d'excellents résultats. Seul bémol, le ratio est de 4 préposés pour 32 résidents. Donc, toutes les approches non pharmaco demandent beaucoup de temps. Que malheureusement, effectivement, le personnel, les intervenants n'ont pas souvent. Tout à fait, c'est un excellent commentaire et il y a bien d'autres approches non pharmacologiques intéressantes. Je pense que c'est aussi un binôme, comment le préposé peut travailler avec l'aidant, le proche aidant. Tout ça, c'est à repenser pour chaque organisation, d'être créatif un peu par rapport à ça. Mais le ratio, oui, n'est pas en faveur de faire des approches non pharmacologiques à date. J'espère que ça va s'améliorer avec les nouvelles politiques mises en place, mais c'est sûr que quand on est préposé, il y a beaucoup de travail sur le terrain, là. Et effectivement, en termes de, vous avez mentionné justement les politiques, jusqu'à quel point les politiques sont conscientisées à l'importance de ces recommandations pour que ça fasse l'objet peut-être de financement, de priorité, de mise en place au niveau du réseau de la santé, que ce soit ici au Québec ou à travers le Canada. Oui, ben, excellente question. Donc, c'est sûr que nous, on informe, on continue. J'ai la chance d'être sur le comité de suivi avec Dr Noua Bengaïd, comité de suivi du plan Alzheimer au Québec. Donc, on informe toujours le ministère et les différents participants à ce comité de suivi des nouvelles données de la science. Puis, j'ai déjà présenté les recommandations.
Après, combien de temps ça va mettre pour descendre dans des politiques et des programmes, c'est toujours incertain. La question du financement aussi, est-ce que il nous manquerait des études économiques pour montrer que ce genre d'approche finalement diminue l'utilisation d'urgence ou les hospitalisations et finalement font des économies. On n'a pas encore ce genre d'études parce que c'est des domaines de recherche qui sont assez récents quand même. Quand on pense à l'art-thérapie, on ne savait même pas que ça existait il y a 10 ans. Enfin, j'exagère, mais donc c'est quand même assez récent ce genre de recherche. Donc, il faut aller vers des recherches où on montre qu'on fait des économies quelque part dans le système de santé. Après, est-ce que il y a la question des coûts qui est importante. C'est tout un débat qui nécessiterait beaucoup de développement. Aussi, merci d'avoir mentionné l'étude de connaissance. On va effectivement avoir l'occasion d'en reparler amplement lors d'un direct sur Facebook. Donc, on vous tient en haleine par rapport à ça. Alors, n'hésitez pas à nous suivre pour justement en apprendre davantage lors de cet événement. Une autre question également. Oui. Une autre approche en fait qui amène à être de plus en plus à être utilisée, c'est la présence d'enfants de garderie qui viennent faire des visites dans les CHSLD ou encore la présence de musiciens ou donc finalement je pense que c'est juste de donner du plaisir auprès des personnes atteintes. Puis ça passe notamment par l'exercice physique, par les interactions sociales, mais aussi par d'autres alternatives qui, comme vous l'avez très bien souligné, on manque un petit peu de recherche pour évaluer ou en tous les cas pour donner plus d'arguments par rapport à la réutilisation peut-être plus de manière plus large dans différents milieux. Est-ce que dans les recommandations que vous avez données, vous avez mentionné que parfois, en fait, la recommandation avait été faite, mais que c'était une faible recommandation. Est-ce que vous pourriez expliquer justement comment a été fait ce choix-là? Il y en a qui ont des pourcentages assez élevés, notamment de l'activité physique, plus de 96%, d'autres un peu moins. Est-ce que ça veut dire que les données de la littérature, comme vous l'avez très bien dit au début, ne sont pas assez de qualité, même si au final, vous avez quand même retenu cette recommandation-là? C'est exactement ça. Puis Laura, peut-être, veux-tu répondre, Laura, là-dessus? Oui, oui. C'est aussi par rapport à l'évidence qu'on peut obtenir dans la littérature. C'est difficile d'évaluer ce type d'activité, ce type d'intervention parce que c'est plus difficile d'obtenir les numéros spécifiques pour savoir quelle était l'effectivité. Et presque la majorité des recommandations sont faites aussi par rapport à l'effectivité et la force de numéros qu'on peut obtenir dans les recherches. Mais ce type de recommandations-là, dans la littérature, c'est difficile d'évaluer. Alors, c'est pour ça que quelquefois, on peut obtenir différents grades ou différents niveaux d'évidence dans la littérature, mais ça pas vous dire que c'est pas bon la recommandation. Oui, oui, c'est comme GRADE, il faudrait ça évolue un peu parce que pour les approches non pharmacologiques, ça marche très bien pour tout ce qui est médicamenteux puisqu'il y a le double aveugle, on peut faire un essai randomisé, contrôlé, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans les approches non pharmacologiques, mais c'est par rapport au niveau, comment dire, au gold standard, au niveau parfait du type d'étude. Dans les approches non pharmacologiques, on n'a pas toujours ce niveau de perfection de type d'étude parce que c'est assez récent, parce que on n'a pas forcément les moyens d'avoir un groupe contrôle, par exemple, ou on fait juste un avant-après, puis les gens sont mieux puisqu'on s'occupe d'eux. Mais est-ce qu'un groupe contrôle
irait mieux aussi juste parce qu'on va les voir 2 fois pour recueillir des données. Donc, il y a tous ces, sans rentrer dans les détails, c'est des aspects un peu méthodologiques. Mais quand on met niveau de preuve faible, c'est parce qu'on n'a pas cette qualité méthodologique des études. Mais on a quand même suffisamment d'arguments, un ensemble d'études qui ont montré la même chose, où on se dit, l'exercice ou la stimulation cognitive, ça a l'air de vraiment faire quelque chose de bon pour les personnes avec des troubles neurocognitifs majeurs. Donc, on ne regarde pas une seule étude, on regarde un ensemble de données. Et on code, on met 2A, 2C, etc. On a fait ça donc, au sein du groupe de travail. En général, on a fait ça individuellement, puis on était d'accord sur les codes qui ont été donnés. Et on a validé ces cotes avec la grande conférence canadienne de consensus où ils ont dit oui, effectivement, avec le nombre d'études que vous avez, le niveau de preuve, etc. Oui, on est d'accord, c'est un 2C, c'est un 2A. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça, de donner une cote. Mais s'il y a, au point de vue méthodologique, un conseil, c'est d'essayer de monter des études de type avec un groupe témoin, par exemple, un groupe contrôle, de monter des études qui ont une plus grande force au point de vue méthodologique pour donner des niveaux de preuve supérieurs. Puis d'ailleurs, il y a effectivement pour ceux que ça intéresserait, il y a une étude qui est menée par Dr. Bérère sur l'utilisation de l'activité physique et de la stimulation cognitive. Donc, effectivement, c'est sous ce modèle-là d'études randomisées avec contrôle. Donc, je pense que c'est aussi une question de donner plus d'importance à ces approches non pharmacologiques et puis de mettre en place les recherches qu'il faut et les moyens qu'il faut et la méthode qu'il faut. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci également pour les participants. Donc, le webinaire est enregistré. Je vous enverrai donc cet après-midi le lien pour le revoir. Il sera également disponible sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Et on aura également l'occasion, donc le mois prochain, le 5 mai prochain, d'accueillir Madame Anne Villeneuve, qui est la directrice générale de la Société Alzheimer de l'Outaouais, qui va aborder un sujet totalement différent, mais tout autant important, à savoir la conduite automobile et comment et quand arrêter. Donc, vous allez recevoir également un formulaire d'évaluation. Donc, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre pour avoir votre appréciation du webinaire et puis aussi nous donner des idées par rapport à d'autres sujets qui vous intéressent pour les prochaines éditions. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit pour le webinaire de la semaine prochaine, n'hésitez pas à le faire. Je vous enverrai également le lien à cet effet. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été présents aujourd'hui avec nous, encore une fois, pour ce webinaire des conférences mémorables. Merci à Dr. Vedel, merci à Dr. Rojas Rosso. Et puis, c'est un plaisir de vous compter parmi nous à chaque fois. Alors, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci encore. Merci beaucoup, Noah. Bon après-midi. Bye bye. Merci, bon après-midi.